Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point d'actualité Covid. Comme vous pouvez le constater sur ces graphiques, la situation pour notre région reste critique. Le niveau de circulation du virus, le nombre de personnes en réanimation et le nombre de décès sont toujours très élevés, ce qui nécessite de maintenir la vigilance à un niveau très élevé pour éviter l'apparition de clusters dans vos établissements. C'est en effet une course contre la montre qui s'est engagée entre l'arrivée des variants avec leurs caractéristiques particulières de plus grande contagiosité et l'augmentation de la couverture vaccinale. Dans ce diaporama, 5 points principaux vont être abordés. Le premier point concernera la vaccination. Le second portera sur le nouvel épisode dans la saga des masques. Le troisième point concernera l'harmonisation de la durée des mesures d'isolement en lien avec les variants. Nous aborderons ensuite les nouvelles mesures pour la prise en charge des corps d'un défunt décédé de la Covid-19. Nous terminerons par les mesures pour les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Vous avez été nombreux à nous exprimer une certaine déception par rapport à la vaccination anti-Covid, notamment sur le fait qu'il faille maintenir les mesures barrières dans vos établissements, même pour les résidents vaccinés. Il est en effet nécessaire de maintenir pour quelque temps encore ces mesures barrières dans vos établissements, car la vaccination anti-Covid n'empêche pas l'infection. Vous le savez, comme pour tout vaccin, l'immunité protectrice induite par la vaccination est très variable selon les individus, et ceci est encore plus vrai chez les personnes âgées. Les données montrent qu'avec les vaccins disponibles aujourd'hui en France, les personnes âgées sont protégées contre les formes graves de la maladie. Mais cette vaccination n'empêche pas l'infection et donc n'empêche pas complètement la contagiosité. D'autre part, la réponse immunitaire avec les vaccins disponibles aujourd'hui ne cible pas les variants, dont la diffusion augmente aujourd'hui, en particulier pour le variant sud-africain. Le risque est donc, si on ne respecte pas les mesures barrières, de voir une diffusion très rapide de ces variants. Il est donc indispensable, pour diminuer la pression dans les établissements, que le taux de vaccination dans la population soit important, car c'est cette couverture vaccinale élevée qui permettra de diminuer la circulation du virus. Il est donc très important d'encourager à présent l'ensemble des professionnels à se vacciner, pour se protéger également leurs familles des formes graves et permettre une diminution de la circulation du virus. Nous avons aujourd'hui beaucoup de recul pour tous les vaccins utilisés en France, permettant de garantir non seulement leur innocuité, mais aussi leur efficacité. Après ce point sur la vaccination, passons au nouvel épisode de la saga des masques. Ce nouvel épisode est lié à la publication il y a quelques jours d'une lettre par la Société française de médecine du travail sur les indications du port du masque FFP2. Dans cette lettre, les auteurs ont établi, en hiérarchisant le niveau de risque de transmission par aérosol, une nouvelle liste de gestes ou situations pour laquelle ils préconisent le port du masque FFP2. Lorsque l'on compare cette liste à la liste des gestes à risque d'aérosolisation que la Société française d'hygiène hospitalière, en partenariat avec la Société française de réanimation, a établi depuis maintenant mars 2020, au vu des connaissances scientifiques et en accord avec les différentes recommandations nationales et internationales, on constate qu'un certain nombre de gestes sont communs. En revanche, une discordance est notée pour 5 d'entre eux: l'aide à l'alimentation d'un patient dysphagique, la tonométrie, l'oxygénothérapie conventionnelle au masque et notamment lors de la manipulation du masque, toute situation où le patient n'est pas en mesure de porter le masque chirurgical, et le port du masque FFP2 dans un service quand de nombreuses contaminations sont rapportées. Cette nouvelle liste de gestes à risque d'aérosolisation établie par la Société de médecine du travail
est basée sur une revue de la littérature très pauvre, puisqu'elle ne s'appuie que sur 4 articles. Pour chacune de ces 5 situations discordantes, les 4 articles cités n'apportent en aucun cas la preuve scientifique d'un risque d'aérosolisation. Et par ailleurs, le risque d'aérosolisation pour chacune de ces 5 situations n'a pas été démontré dans la littérature scientifique internationale. Donc au final, au vu du faible niveau de preuve scientifique quant au niveau de risque d'aérosolisation pour ces 5 situations discordantes, de l'absence de preuve de l'utilité du masque FFP2 en l'absence des gestes à risque d'aérosolisation, et du risque plus important d'autocontamination des professionnels avec un masque FFP2, parce que vous savez, ce masque est plus souvent manipulé que le masque chirurgical parce qu'il est plus inconfortable, parce que le masque FFP2 nécessite une formation des professionnels pour son positionnement. Eh bien, la Société française d'hygiène hospitalière et la Société française des infectiologues ont renouvelé leurs recommandations en accord avec les recommandations internationales quant à le port du masque FFP2 uniquement pour une liste de gestes à risque d'aérosolisation avérés. Et rappelle qu'aujourd'hui, il n'existe aucune étude remettant en doute l'efficacité du masque chirurgical d'une part, et d'autre part, que la protection contre le risque de transmission croisée du SARS-CoV-2 ne se limite pas au seul port de masque. Les rôles de l'hygiène des mains, de la protection oculaire, de l'aération et de la prévention des contaminations à partir des surfaces sont aussi importants que le rôle du masque. Troisième point d'actualité sur lequel nous souhaitions revenir est l'harmonisation des durées des mesures d'isolement et des précautions complémentaires Covid-19 au vu de l'évolution très rapide des recommandations au cours de cette quinzaine. Alors il y a 15 jours, les recommandations quant à la période d'isolement avaient été harmonisées à l'ensemble des variants et du virus sauvage à 10 jours, à partir du début des symptômes ou à partir de la date du prélèvement positif pour les personnes asymptomatiques. La fin d'isolement était alors conditionnée à la réalisation d'un test de sortie d'isolement à J10. Si cette PCR était positive à J10, il était recommandé d'allonger de 7 jours l'isolement. Dans notre dernier Daporama commenté, nous avions fait le choix de ne pas recommander la réalisation de cette PCR de sortie d'isolement du fait de la difficulté de son interprétation, et donc d'allonger pour l'ensemble des situations la durée de maintien des précautions complémentaires Covid de 7 jours. Depuis le 19 février, les recommandations ont été précisées. Et maintenant, la sortie d'isolement n'est plus conditionnée à cette PCR de contrôle à J10. Et donc, la durée d'isolement n'est plus allongée de 7 jours. C'est pourquoi nous vous proposons de revenir aux anciennes recommandations quant à la durée de maintien des précautions complémentaires Covid, à l'exception des patients ou résidents non immunodéprimés et asymptomatiques, qui, elle, est allongée à 10 jours au lieu de 7 jours. La conduite à tenir pour les personnes qui auraient été en contact qui auraient eu un contact à risque avec un cas a également été harmonisée quelle que soit la souche. Les mesures à prendre autour d'un contact à risque sont donc de réaliser un dépistage à J0 et à J7 du dernier contact. Compte tenu de la durée possible de 14 jours pour débuter la maladie après une exposition, les précautions complémentaires Covid devront être mises en œuvre pour une durée de 14 jours pendant les soins. Toutefois, en cas de RT-PCR négative à J7, les activités collectives du patient ou du résident pourront être reprises à partir de J8 avec un respect strict des mesures barrières et un maintien des précautions complémentaires Covid pendant les soins jusqu'à J14.
Vous avez été nombreux à nous questionner sur l'impact de la vaccination et des nouveaux variants et sur les mesures à prendre autour d'une admission d'un résident dans un EHPAD ou lors d'un retour d'hospitalisation. Du fait que la durée d'incubation avec les nouveaux variants n'est pas différente de la souche sauvage et que les données scientifiques disponibles à ce jour ne permettent pas de statuer sur l'impact de la vaccination sur la contagiosité des personnes vaccinées, les recommandations sur les mesures à prendre pour l'admission ou au retour d'hospitalisation d'un résident restent inchangées. Un dépistage 48 heures avant l'admission est recommandé. Si le dépistage est négatif, le résident pourra être admis dans l'établissement avec la mise en place des précautions complémentaires Covid pendant 7 jours. Au bout des 7 jours, un second dépistage sera réalisé afin de lever les précautions complémentaires Covid si le résultat est négatif. En ce qui concerne les professionnels de santé Covid positifs, la durée d'arrêt de travail a également été allongée à 10 jours, quelle que soit la souche du SARS-CoV-2 et que le professionnel soit symptomatique ou asymptomatique. Les professionnels de santé en contact avec un cas peuvent quant à eux être maintenus en poste avec une surveillance clinique et un renfort des mesures barrières, quelle que soit la souche du SARS-CoV-2. Le professionnel devra réaliser un dépistage à J0, puis entre J5 et J7 du dernier contact à risque. La prise en charge du corps des défunts atteints de la Covid-19 a également été précisée par le ministère de la Santé. En particulier, lorsque le décès survient au-delà de 10 jours après le début des signes cliniques ou bien 10 jours après un résultat PCR ou antigénique positif, le défunt est alors considéré comme non contagieux et donc le corps du défunt bénéficiera d'une prise en charge identique à celle appliquée pour un défunt non infecté. La prise en charge des corps considérés comme contagieux, c'est-à-dire lorsque le décès survient moins de 10 jours après le début des signes cliniques, a également évolué. En particulier, la mise en bière immédiate dans les 24 heures après le décès a été supprimée. Le cercueil doit néanmoins être fermé sur le lieu du décès. La thanatopraxie reste en revanche interdite et nous tenons à rappeler que la toilette mortuaire et la présentation du corps aux familles restent totalement autorisées. Le dernier point d'actualité que nous souhaitions aborder concerne les recommandations pour les établissements médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap. Ces recommandations ont été précisées par le ministère de la Santé le 1er mars. Les points principaux concernent tout d'abord les visites et les sorties individuelles en famille. Celles-ci doivent être maintenues. Il est demandé pour les visiteurs de réaliser un dépistage 72 heures avant la visite au sein de l'établissement. Concernant le port du masque, le masque chirurgical est obligatoire pour l'ensemble des professionnels avec la possibilité d'utiliser les masques inclusifs certifiés quand cela est jugé nécessaire. Il est également recommandé que les visiteurs portent un masque pendant la visite et nous vous recommandons les masques chirurgicaux. Il est également conseillé pour les résidents qui peuvent supporter un masque de leur faire porter un masque et nous vous conseillons de privilégier le masque chirurgical. Les admissions de nouveaux résidents doivent être également maintenues. Un test de dépistage est recommandé mais non rédhibitoire. Devant la difficulté de l'applicabilité des mesures qui sont préconisées face à l'apparition d'un cas de Covid-19 parmi les résidents, nous vous proposons de prendre contact avec le CEPIAS quand la situation survient afin de définir ensemble les mesures qui pourront être appliquées dans votre établissement et qui permettront premièrement de limiter la diffusion du virus dans votre établissement et deuxièmement de protéger vos professionnels d'une contamination. Enfin, le CEPIAS tient
à rappeler qu'il est primordial, au vu des spécificités de vos établissements, de tout faire pour éviter que le virus n'entre dans vos établissements et donc de renforcer autant que faire se peut les mesures de prévention comme l'aération, le renforcement du bionettoyage et, si c'est possible, la création d'unités de vie permettant de limiter les contacts entre les résidents. Deuxièmement, de vraiment encourager la vaccination des résidents et des professionnels afin d'éviter les formes graves de la Covid-19. Donc au total, les messages clés pour nous de cette quinzaine sont vraiment l'importance de respecter les indications du port du masque FFP2 au seul geste dont le risque d'aérosolisation a été démontré scientifiquement. Autre point majeur pour cette quinzaine concerne l'évolution sur la prise en charge des corps des défunts atteints de la Covid-19 avec une définition claire de la fin de la contagiosité à 10 jours après le début des signes cliniques et d'autre part la suppression de la mise en bière immédiate pour les défunts atteints de la Covid-19 encore contagieux. Troisième point, c'est l'harmonisation des mesures d'isolement et des précautions complémentaires Covid, quelle que soit la souche du SARS-CoV-2, pour les patients, les résidents, mais également les professionnels. Enfin, nous tenons à vous rappeler nos conseils, donc de maintenir encore les mesures barrières dans le respect de l'éthique et d'essayer d'analyser, si vous avez eu des clusters au sein de vos établissements, les causes de l'apparition de ces clusters et de travailler avec vos équipes sur ces causes identifiées pour essayer d'améliorer la situation. Et enfin, si cela vous dit, eh bien, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain point d'actualité le jeudi 18 mars à 14h. Merci à vous.